Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver en ce lundi pour lancer la semaine avec une nouvelle vidéo et un nouveau récap du week-end. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de récap du week-end, il s'est passé tellement de choses stylées, sympas ce week-end, que j'ai décidé de privilégier, pour rendre le format un peu plus digeste aussi, j'ai décidé de privilégier la synthèse à l'exhaustivité. J'ai sélectionné, et je pense que c'est le format qu'on va faire sur les prochains récaps aussi, les 10 moments forts, mes 10 moments forts du week-end, et on va démarrer tout de suite par le premier. Liverpool ouvre le bal contre Fulham, un match qui était vraiment fou avec une première mi-temps absolument démentielle. Une semaine après avoir refroidi l'Etihad, Alexander-Arnold a encore marqué, il a ouvert le score sur un magnifique coup franc à la 20e minute. À la 23e, Harry Wilson, qui était, il me semble, un bon tireur de coup franc aussi du côté de Bournemouth, mais il égalise pour Fulham. McAllister renchérit avec un missile téléguidé en pleine lucarne. Juste avant la mi-temps, Fulham revient à 2 partout. Alors c'est un score qui va tenir jusqu'à la 80e minute, et là on va voir une fin de match dantesque. Fulham prend l'avantage, 3-2. Endo égalise à la 87e minute et vraisemblablement Liverpool a décidé de marquer que des buts mémorables. Une minute plus tard, Alexander-Arnold s'offre un doublé pour permettre donc à Liverpool d'arracher 3 points vitaux dans la course au titre. Comme on l'a dit donc, ça fait 3 buts en 2 matchs pour Alexander-Arnold, 3 buts qui rapportent 4 points parce que là il en plante 2. Cette reprise de volée qui est quand même assez sympathique. Il y avait ce but, on l'avait débriefé, on l'avait analysé dans la rencontre à l'Etihad contre City au week-end dernier. Et donc ce coup franc, mais 3 buts en 2 matchs, pas exactement parce que ce coup franc apparemment il a été donné contre son camp pour Bernd Leno parce que voilà, c'est le fameux coup franc qui tape sur la barre, rebondit sur le dos du gardien derrière. Est-ce que ce serait rentré sans... je pense pas en vrai, si ça rebondit sur son dos. Donc 2 buts plus 1 contre son camp, mais voilà, 2 très gros matchs d'Alexander-Arnold, décisifs, et qui rapportent des points importants. Encore un bon match aussi, on peut dire, de Kostas Tsimikas, qui était titularisé en tant que latéral gauche à la place de Robertson, qui était encore absent. Bon, il a été passeur décisif sur un des buts, il a réussi 2 dribbles, il y a 3 tacles réussis aussi. Donc plutôt un bon intérim pour Tsimikas, peut-être un truc à souligner. Et c'est aussi la 4e fois, Jürgen Klopp peut être heureux en conférence de presse d'après-match, c'est aussi la 4e fois, j'ai vu, que Liverpool gagne un match de Premier League cette saison en ayant été mené. Personne ne fait, eux c'est 15 points en ayant été mené au score, personne fait même ne serait-ce que la moitié. Je crois que la deuxième équipe qui a ramené le plus de points en ayant été mené, c'est genre 7 points en Premier League cette saison. Donc est-ce qu'ils sont de retour, ces monstres de mentalité de Jürgen Klopp? On verra. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être comme takeaway du match, c'est plusieurs grosses occasions manquées, gâchées par Darwin Núñez. Il y en a ici une très grosse à l'heure de jeu, il heurte la barre aussi, au bout d'un bon décalage en attaque rapide créé par Mo Salah à la 53e. Et aucun but pour lui sur ses 6 derniers matchs avec Liverpool. Ça commence à faire beaucoup pour un gars. Voilà, on a ciblé ça comme étant le domaine de progression, là où il doit absolument faire des progrès sur cette saison. Et pour l'instant, c'est pas hyper convaincant. Et moi, depuis le début de saison, je dis Darwin Núñez va faire une grosse saison. Donc il faut qu'il se mette à finir un petit peu plus ses occasions. Matip est sorti sur blessure enfin, et ça pourrait durer quelques temps, selon ce qu'a dit Jürgen Klopp. Donc bon, on verra dans les prochains jours, mais voilà ce que je dirais par rapport à Liverpool-Fulham. Le deuxième match pour moi, où il faut dire 2-3 trucs, c'est Chelsea. Chelsea, mine de rien, en l'emportant contre Brighton, a sorti une sacrée performance. Les Blues prennent l'avantage via Enzo Fernandez. Ils doublent la mise même par l'ex de Brighton, Levi Colwill, qui marque son premier but sous les couleurs de Chelsea. Réduction du score d'un de mes joueurs à suivre, Facundo Buonanotte, remember the name. Et ça aurait pu devenir très compliqué pour Chelsea, qui se retrouve réduit à 10 juste avant la mi-temps, avec l'exclusion de Gallagher. Mais à l'heure de jeu, Mudryk, au bout d'une transition éclair, provoque un penalty, transformé par Enzo Fernandez. Et le but tardif de Joao Pedro côté Brighton ne change rien. Chelsea survit à 14 minutes de temps additionnel, quasiment 1 heure à 10 contre 11, pour l'emporter 3-2. C'est une victoire terriblement importante pour Chelsea, quelques jours, week-end dernier, après avoir été battu à St James Park 4-1. Il fallait se relever de cette claque-là. Mais du coup, dans l'ensemble, cette période terrible pour Chelsea, dont on parlait il y a quelques vidéos, où ils ont enchaîné Tottenham, City, Newcastle, Brighton, ils l'ont pas trop mal négocié cette période. Ils l'ont emporté donc du côté du nouveau White Hart Lane 4-1, le match nul assez somptueux, un des matchs de la saison, peut-être le match de la saison pour l'instant, contre City 4 partout. Il y a cette défaite, mais sinon une victoire face à Brighton. Ça fait 7 points pris sur 12 possibles dans une période vraiment pas facile pour eux, et contre de très gros adversaires. On peut ajouter aussi, voilà, Tottenham, City, Brighton, mais on peut ajouter aussi le match nul qu'ils étaient allés chercher contre Arsenal en fin du mois d'octobre. Donc la période, elle est pas trop mal pour Chelsea vu l'adversité rencontrée, et du coup, ils restent plutôt dans le coup. Ils sont après 14 journées, c'est pas le début de saison rêvé, mais 19 points, ils sont
8 longueurs par exemple d'un Tottenham qui a énormément reculé depuis les blessures de Van de Ven, de Maddison, etc. etc. Tottenham est à 27, 5e. Je fais ce cut-off là parce que 5e place, il y a des chances que cette saison ça qualifie pour la Ligue des Champions avec les nouvelles règles, avec la nouvelle formule de la LDC. Et du coup, Chelsea est qu'à 8 points après un début de saison qui a été assez compliqué à bien des égards. Chelsea est qu'à 8 points et va jouer mercredi 21h15 United, se déplacer du côté d'Old Trafford face à un adversaire qui est un peu en difficulté, on va en parler dans quelques minutes. United qui est là 5 points devant, pas un très bon début de saison aussi. Il y a une vraie belle opportunité, je pense, sur ce match pour Chelsea, pour confirmer les lueurs d'espoir entreaperçues, et aussi parce que derrière, il y a des adversaires beaucoup plus abordables qui se présenteront face à eux. Voilà ce que je dirais par rapport à Chelsea. Le troisième point, Arsenal, bien installé sur sa branche. Est-ce que l'éléphant tombera? On verra. En tout cas, la veille, Arsenal s'était assuré de conserver son trône de leader en battant les Wolves. Saka et Odegaard marquent tous les deux dans le premier quart d'heure. Un match qu'ils ont nettement dominé, 19 tirs à 6, mais pas de clean sheet parce que Matheus Cunha côté Wolves a profité d'une erreur de Zinchenko pour réduire le score à la 86e minute. Monteko est majeur là, c'est le niveau de performance de Martin Odegaard absolument monstrueux. Quelques jours après la trêve internationale où malheureusement, a été confirmé le fait qu'on verra pas la Norvège à l'Euro. Ça me rend malade parce que il a encore sorti une prestation éblouissante, ébouriffante. Il y a son but, celui du 2-0 au bout d'une très belle action collective d'ailleurs des Gunners. Mais sinon, le nombre de passes, d'intervalles qu'il a trouvé dans le dernier tiers ici, il me semble que c'est à destination de Trossard qui se projette là. Et il y aura une grosse occasion au bout. Ici, ce petit extérieur du pied pour Gabriel Jesus au bout d'une attaque rapide qui est magnifique. Et puis en seconde période, en fin de match, là, il donne ce ballon hyper dangereux. J'adore le petit enchaînement qu'il réalise. Et ici, encore une fois, pour Nketiah qui va heurter le montant. Sur cette action spécifiquement, on voit ce que Martin Odegaard fait régulièrement, que j'adore, et je vais essayer de le mettre en lumière là avec un petit ralenti. C'est double contact pour se décaler un petit peu. Je pense ouvrir un petit peu plus l'intervalle de passe, et aussi je crois que c'est par rapport à la ligne du hors-jeu niveau timing pour prendre un petit peu plus de temps pour que l'attaquant soit vraiment à la limite de la ligne. C'est cet enchaînement 1-2 comme ça, je trouve ça magique. Odegaard finit à 6 passes clés, record du match donc, 6 passes qui amènent à un tir, c'est ça la définition des passes clés. Mais Arsenal dans l'ensemble, comme on l'a dit, leader avec 2 points d'avance sur Liverpool, et ça c'est le nombre de buts encaissés, 11 seulement par Arsenal en 14 journées de Premier League. C'est la meilleure défense de PL et d'assez loin. Liverpool est à 14, City à 16, Tottenham à 20 par exemple. La performance défensive qui est en train de sortir Arsenal, avec et sans ballon aussi, ils défendent bien avec ballon, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder. 5e victoire consécutive pour eux donc, toutes compétitions confondues. Ils sont sûrs de finir premier de leur groupe en Ligue des Champions. Ils vont pouvoir faire tourner un petit peu contre le PSV Eindhoven semaine prochaine, et ils sont leaders de PL avec 2 points d'avance, avec la meilleure défense. Sacré début de saison pour les hommes de Mikel Arteta. Et enfin, le dernier match de Premier League, 4e sur les 10, le 4e point, United en pleine crise. Un poil plus bas au classement, Newcastle, effectivement, a battu United 1-0 grâce à Anthony Gordon. Gordon en pleine forme, 4e but sur ses 6 derniers matchs de PL, et il est déjà 6 réalisations et 5 passes D en 13 apparitions en Premier League cette saison. Pas mal pour la très grosse recrue d'un des derniers mercato hivernaux, qui avait quand même quelque chose à prouver. Donc pour Gordon, ça marche assez fort. Malheureusement, Nick Pope est sorti sur blessure autour de la 83e minute de jeu. À la fin de match, il a dû être remplacé par Martin Dubravka, et Pope a dit que, je crois que c'est une dislocation de l'épaule, donc il pourrait rater quelques minutes, et peut-être que dans la perspective de se qualifier, le gros match qui arrive contre l'AC Milan semaine prochaine aussi, voilà, Newcastle est dans une période fascinante. Mais bon, leur victoire là leur fait du bien et plombe encore un peu plus Erik ten Hag et ses hommes. Ten Hag, je vais dire, coach en grand danger. J'ai vu que l'entraîneur de Sheffield United, qui a été battu d'ailleurs 5-0 par Burnley, c'était le 19e contre le 20e, Burnley allait mettre 5-0 à Sheffield, et l'entraîneur Heckingbottom va sans doute être licencié. Erik ten Hag, je ne sais pas à quel point il peut suivre bientôt, mais son équipe est horrible. United est de très loin la pire attaque du top 10, et on voit des actions honnêtement assez lunaires. Ça marche vraiment pas bien. Rashford est en grande difficulté. United, comme on a dit, pire attaque du top 10 avec seulement 16 buts marqués, pire attaque du top 10 de très loin. Tout le monde est à plus de 20. Si on accepte Brentford et West Ham,
tout le monde est même à 25 ou plus. Liverpool 32, City 36, Aston Villa 33, United seulement 16 buts. 16 buts, c'est le même total que Nottingham Forest et que Bournemouth, c'est seulement un de plus que Burnley. Ça joue vraiment pas bien et ils ont enregistré, je crois, 8 petits tirs en 90 minutes contre Newcastle. Voilà, c'est 8, un seul cadré avec 41% du ballon. Face à ce Newcastle-là qui est très affaibli, il leur manque énormément de joueurs. Ils démarrent le match sans Botman, sans Tonali, etc. Enfin, la liste des absents de Newcastle, on en a parlé l'autre jour en Ligue des Champions. Ouais, compliqué pour United, je ne sais pas exactement comment ils vont remonter la pente, même si eux aussi ils ont pas mal d'absents bien sûr. Difficile pour eux. Et voilà pour les débriefs de Premier League. Je parle pas de City Tottenham parce que j'en ai fait une vidéo entière hier soir, qui est sortie hier soir après le match. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Au classement en PL, ce qu'on peut dire, c'est qu'Arsenal donc est installé en tête. 3 victoires consécutives sur les 3 derniers matchs leur a permis de prendre la tête devant Liverpool qui a 31, devant City qui a enchaîné donc 3 nuls consécutifs sur ces 3 dernières journées de PL qui a 30 points. Aston Villa est à 29 et on a jeudi il me semble, mercredi ou jeudi, mais je dirais plutôt jeudi, un Aston Villa Man City qui promet, qui risque d'envoyer du très lourd. Donc la PL toujours aussi kiffante et on rentre dans le dur là parce qu'on a 6 matchs du 4 décembre au 2 janvier, là 6 matchs, 6 journées de PL avant la mini trêve d'une dizaine de jours, avant la reprise parce que ça joue à Noël en Première Ligue, bien sûr les matchs de Boxing Day, etc. Grosse période qui arrive. On passe en Espagne et on va parler du Real Madrid de Brahim Diaz. Parce qu'en Espagne, pas de souci pour les Madrilènes qui ont disposé de Grenade 2-0. Un super service de Kroos permet à Brahim Diaz donc d'ouvrir le score. Et Diaz en très grande forme aurait pu donner 2 buts à Jude Bellingham. Mais c'est Rodrigo qui en a profité sur le deuxième. 2-0 donc pour le Real Madrid. Une vraie belle performance de Brahim, qui pour son retour à Madrid, il était à l'AC Milan la saison dernière, pour son retour à Madrid, n'a pas eu un énorme temps de jeu. Quand on voit, il y a 5 titularisations il me semble, si on compte celle contre Las Palmas ici. 5 titularisations, toutes compétitions confondues pour l'instant, mais 4 des 5 sont venus sur les toutes dernières semaines de compétition. Contre Braga et contre Napoli, en gros en un peu moins d'un mois, ça commence le 8 novembre. 4 titularisations quasiment consécutives et peut-être une solution pour l'ami Brahim et pour Carlo Ancelotti qui trouve avec lui un petit peu plus de créativité dans les petits espaces, peut-être quelqu'un qui peut permettre de faire souffler un petit peu de Jude Bellingham comme ça avait été le cas il me semble contre Braga en Ligue des Champions, mais sans doute que les deux ont vocation à être davantage alignés ensemble. Il y a quelque chose qui se passe d'intéressant du côté du Real Madrid qui honnêtement joue pas si mal que ça quand on parle de Brahim, mais aussi de la grande performance de Toni Kroos qui a encore une fois été très bon. Et samedi soir donc cette victoire contre Grenade, elle permettait aux Madrilènes de prendre provisoirement 7 longueurs d'avance sur le Barça. Ça mettait une grosse pression sur les Catalans, mais Félix s'est vengé. Il recevait l'Atlético dans le gros match du week-end. Mais comme dans un rêve pour eux et comme dans un cauchemar pour les Colchoneros, c'est le gars qui appartient encore officiellement à l'Atleti qui a marqué le seul but du match. Pour le Barça donc, et Joao s'est pas privé de le célébrer d'ailleurs. Le Barça a souffert sur la fin, mais 2 arrêts précieux d'Iñaki Peña ont permis aux Catalans de prendre 3 points. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois la célébration de Joao et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit depuis quelques mois, lui-même via ses déclarations dans la presse, etc., je me dis que malgré la difficulté financière que représente un transfert définitif de Joao Félix pour le Barça, je vois pas comment il peut retourner à l'Atleti. Ça me semble absolument impossible. Peut-être qu'un autre club peut arriver et rafler la mise, mais même lui, il veut absolument le Barça. Il faudra peut-être encore actionner encore un levier économique supplémentaire pour réaliser ce transfert, mais avec ce genre de performance et avec ce genre de célébration, il est un peu quelque part en train de forcer son destin aussi. Et peut-être on pourrait dire faire baisser un poil le prix de son transfert, je sais pas, on verra ça dans quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il rend le Barça nettement meilleur. Ça leur fait du bien, notamment parce que Robert Lewandowski continue à rater énormément d'actions. Bon là, il s'en est procuré, c'est la bonne nouvelle, mais il y a 7 têtes à la 6e minute de jeu pour un attaquant de sa trempe, on attend à ce que ce soit toujours au fond et c'est un gros raté. Il y a 7 actions là sur ce centre en retrait de Jules Koundé qui a fait un super débordement, ça doit aussi finir au fond quand tu t'appelles Robert Lewandowski. Et enfin, en fin de match, une troisième peut-être la plus difficile des 3 parce qu'il y a le retour d'un défenseur, parce qu'il est dans un angle un petit peu fermé, mais c'est sorti encore une fois par Oblak. Depuis 2 mois et demi, fin septembre dernier, il a marqué que dans un seul match. C'était un doublé, si je me souviens bien, c'était contre Alaves, mais un seul match dans lequel Robert Lewandowski a marqué depuis 2 mois et demi, toutes compétitions confondues. Ça commence à faire beaucoup. Heureusement, ça coûte pas la victoire au Barça qui recolle un peu au Real, qui reste dans la roue. Ils sont à 4 longueurs des Madrilènes et à 4 longueurs de Girona aussi.
qui fait un début de saison assez spectaculaire. Peut-être que eux méritent leur vidéo. On a fait Tottenham, on a fait Leverkusen. Est-ce qu'on doit faire un truc sur Girone? On verra. Mais c'est bien pour le Barça aussi parce que ça permet d'éloigner un petit peu de l'Atleti qui est à 31 points, donc 3 longueurs de plus pour le Barça. Et le 5e, je me souviens plus qui c'est, mais ils sont loin derrière. Honnêtement, Girona là à 38 points. Le 5e, je me souviens qu'il est à 28 points. Donc par exemple, Girone, ils ont déjà 10 longueurs d'avance dans l'optique d'une qualification potentielle pour la Ligue des Champions. Après, à voir, parce que l'Atleti... je ne sais pas si le 5e a joué 15 matchs. Faudra voir, mais l'Atleti a un match en moins, par exemple, que le Barça, ce qui souligne d'autant plus l'importance de ce succès. Et le prochain match, dimanche 21h, prochaine journée de Liga, c'est Barça-Girone. Ça peut être assez sympathique. Peut-être un débrief qui arrivera dans la soirée, sauf si je conserve mon énergie pour un récap du week-end, un nouveau lundi après-midi. Ça, c'était mon 6e point. Le 7e, Leverkusen accroché. Dans le match au sommet en Bundesliga, ok, c'est pas accroché dans n'importe quelle rencontre, le match au sommet de la boulie, c'est Dortmund qui a frappé en premier. Très très bon mouvement de Dortmund et Ryerson ouvre le score. Mais les hommes de Xabi Alonso ont répliqué, pas via Grimaldo sur coup franc comme souvent, pas via Florian Wirtz qui a vu sa frappe puissante annulée par la VAR pour un hors-jeu de Victor Boniface au départ de l'action, mais en seconde période, sous quelques flocons de neige, un Leverkusen très dominateur a enfin eu sa récompense via Boniface. Un partout, mon analyse d'il y a quelques semaines qui est sortie sur la chaîne, déjà je vous la recommande, je pense que c'est une de mes meilleures vidéos sur les dernières semaines, voire les derniers mois. J'ai adoré faire ce truc sur Leverkusen, mais au sein de cette analyse on parlait de beaucoup de choses, notamment d'un truc que j'ai revu contre Dortmund, c'est les déplacements d'Odilon Kossounou. Le défenseur central droit dans le 3-4-2-1 de Leverkusen se propose énormément. Ici c'était une action contre Fribourg, il décale sur le côté droit pour Frimpong et ensuite poursuit sa course et va se retrouver en pleine surface. Wirtz va finir tout seul, mais intéressant de voir Kossounou et même Tapsoba, l'autre défenseur central aussi haut, qui vont finir au niveau du point de pénalty les deux. Là contre Dortmund, j'ai revu ça sur le but de l'égalisation. Il perce la première ligne et va adresser un super ballon, cette fois pas pour Jérémy Frimpong, mais à l'intérieur. Quelle passe, quelle projection lumineuse d'un défenseur central encore, on le rappelle, pour un autre gars dont on a parlé dans la vidéo. On parlait de son retour potentiel de blessure. Est-ce qu'il allait pouvoir être une solution supplémentaire pour Xabi Alonso? Patrick Schick, dans cet intervalle-là, dans le demi-espace, va adresser le centre au second poteau qui permet à Boniface d'égaliser. C'est totalement mérité pour Leverkusen qui a fini le match à 23 tirs à 6, 68,5% de possession, 16 corners à 1. Mérité pour eux, mais donc sans doute à domicile, frustré de ne pas avoir pris les 3 points. Il reste en tête de la Bundesliga parce que Bayern Union a été repoussé à cause de la neige, mais une victoire du Bayern dans ce match repoussé les remettrait devant parce qu'il serait à 35 points avec une avance, une différence de but favorable. Dortmund de leur côté, ça c'est sans doute la bonne nouvelle pour les Leverkusen, Dortmund est écarté, il reste loin derrière, ils sont à 10 points déjà. Dortmund est assez loin et ne jouera, je pense pas, le titre cette saison. Enfin, il reste 3 derniers trucs, un en Italie, un en France et une surprise. En Italie d'abord, le gros match du dimanche soir, c'était Naples-Inter, on aurait pu parler de plusieurs autres, mais Naples-Inter, l'Inter a été sans pitié au Diego Armando Maradona. Çalhanoğlu frappe laser pour ouvrir le score en fin de première mi-temps, Barella un enchaînement splendide en pleine surface pour ouvrir son compteur but cette saison, et puis Marcus Thuram ajoute un 3e en fin de partie. Sur la pelouse des champions en titre donc, l'Inter envoie un message fort et conserve la tête de Serie A, avec 2 points de plus que la Juve et 6 de plus que l'AC Milan déjà, qui l'ont tous deux emporté aussi ce week-end. Milan 3-1 contre Frosinone, très beau but de Pulisic par exemple, mais la Juve à Monza, c'était sans doute encore plus fou, une fin de match assez délirante. Allez, je vous mets quand même quelques images. Carboni a égalisé à la 91e minute, mais Gatti pour la Juve a redonné l'avantage aux Turinois 2 minutes plus tard. C'est très très chaud en Serie A. Franchement, on a des courses au titre dans tous les championnats majeurs, dans les 4 championnats majeurs dont on vient de discuter, qui sont vraiment intéressantes. C'est cool. Et un petit peu comme Dortmund la saison dernière, Naples, qui eux de leur côté ont été champions, là semblent déjà bien décrochés. Après 14 journées, ils sont à 11 longueurs de l'Inter. Milan, qui était mon favori, ça commence... il y a déjà 6 longueurs de retard. La Juve, attention cette saison, une seule défaite quand même en 14 journées. Et il me semble qu'on a un Juve-Inter bientôt et un Juve-Naples aussi bientôt. Des matchs intéressants qui arrivent en Italie. Et voilà pour la Serie A. Enfin, si je devais sélectionner un match en Ligue 1, en plus la Ligue 1 c'est toujours très compliqué avec les images, le championnat le plus pénible de loin, j'en suis désolé, mais niveau copyright, il me laisse pas mettre grand chose. Donc je sélectionne qu'un match et ce sera l'OL, malgré un doublé de Dzeko Bryan sur
sur corner, mon Olympique Lyonnais est tombé, Lens a pris les 3 points à Bollaert, notamment grâce à un doublé de Przemysław Frankowski. Encore une défaite donc pour l'OL, mais pas le moins bon contenu des dernières rencontres. L'intérim de Pierre Sage, je ne serais pas contre le fait qu'il se prolonge un petit peu. C'est un gars en plus, pour l'avoir lu même, les choses qu'il a publiées, ça me semble être quelqu'un de très très intéressant dans sa manière de voir le foot. Je crois que pour moi c'est mieux peut-être que les solutions dont on est en train de parler. Voilà, pour l'instant moi je dirais que je suis team Pierre Sage. J'espère que ça va continuer et j'espère qu'on va lui donner sa chance. Et pas que, si je peux être un petit peu prétentieux, arrogant, pas que parce qu'il me suit sur Twitter. Et c'est la première fois de ma vie qu'un entraîneur de l'OL me suit. Donc si ça peut continuer pendant un moment, je suis content. L'ami Johnny aussi est bienvenu dans mes followers. En plus je crois qu'il va poursuivre son aventure à l'OL. Donc tout n'est pas négatif du côté de mon OL. J'ai encore des raisons de sourire quand je pense à l'OL. Mais en tout cas j'espère que ça va bien se passer contre l'OM au Vélodrome. Très très gros match de mercredi soir. Je pense que j'en ferai un débrief. Ça permettra de parler de l'OL, de l'OM aussi. Malheureusement j'ai pas pu faire un truc sur OM Ajax. Désolé les gars. Mais voilà, ça nous donnera une belle opportunité de parler de ces deux formations qui au classement vivent des dynamique assez différente, même si Marseille, c'est pas fou non plus. Leur victoire là, en conclusion de cette 14e journée, leur a fait du bien. Contre Rennes, ils sont à 17 points. Ils regrimpent un petit peu au classement, repassent en première partie de tableau, bénéficient notamment de la défaite du Havre contre le Paris Saint-Germain, qui grâce à la défaite de Nice contre Nantes, prend 4 longueurs d'avance en tête de la Ligue 1. Le PSG fait un petit peu le trou. Monaco reste bien en place à 27 points. Le LOSC que je voyais faire une belle saison pour le coup est à 26, pas loin, plusieurs matchs consécutifs sans défaite, et Reims a renoué avec le succès à 23, vendredi soir contre Strasbourg il me semble, ça leur fait du bien. Lens aussi revient fort après un début de saison compliqué, peut-être de quoi se consoler vu qu'il n'y aura pas de suite de parcours en Ligue des Champions. On leur souhaite par contre que contre Séville ils prennent au moins un point pour être en Europa League. Donc voilà les amis, ça c'est pour les 5 championnats, ça c'est pour mes 9 premiers points, et je pense que si je refais ces top 10, j'ai envie de toujours garder pour le 10e un truc un petit peu différent, et cette fois je vais parler de la finale de Coupe du Monde U17 qui était samedi soir. Malheureusement, l'équipe de France ne l'a pas emporté en finale contre l'Allemagne, une défaite de partout au tir au but. Pour moi, c'est très difficile à analyser, j'ai pas vu le match, j'ai pas vu la moindre minute de cette Coupe du Monde U17. Du coup, je me disais peut-être ce qui pouvait être intéressant, c'est la mettre en perspective par rapport aux deux dernières. Il n'y en a pas eu en 2021 peut-être à cause du Covid, 2019 et 2017. Qui étaient les joueurs qui sont ressortis? Parmi les joueurs là qu'on voit en 2023, celui qui gagne le Ballon d'Or, Paris Brunner, l'Allemand, le Ballon d'Argent, Hamidou Makalou, le Malien, et le Ballon de Bronze, Mathis Amougou, le Français. On a le Gant d'Or aussi, Paul Larnier, j'ai vu qu'il a fait une bonne finale. Un bon tournoi même, plusieurs distinctions. Donc ça c'est peut-être bien. Le soulier de bronze, Claudio Echeverri, le soulier d'argent, Ibrahim Diarra, et le soulier d'or, Agustin Roberto. Ma question c'est, est-ce qu'on entendra beaucoup parler de ces gars à l'avenir? Peut-être on peut regarder, mettre en comparaison avec les joueurs distingués en 2019 et en 2017. 2019, le Ballon d'Or, Gabriel Veron, le meilleur joueur du tournoi, Gabriel Veron. Il a 21 ans désormais. Il a signé à Porto il y a 2 ans ou 1 an et demi. Il n'a pas beaucoup joué. C'était à l'époque un joueur de Palmeiras. Et sa cote a pas mal baissé, évalué à 25 millions à un moment, à 11. Il a été beaucoup blessé cette saison, très peu de minutes. Il n'a toujours pas de sélection avec les A du Brésil. Donc par exemple, le soulier d'or de l'époque en 2019, Gabriel Veron, n'a pas eu un destin fantastique pour l'instant, moins que par exemple en 2017, Phil Foden, qui lui, il a bien percé derrière. Moi, même le Ballon d'Argent, Sergio Gomez, qu'on a vu à Man City, c'est pas trop mal non plus. Ryan Brewster, par contre, qui a fini, il me semble, meilleur buteur du tournoi, ouais c'est ça, avec 8 buts, a pas eu la carrière peut-être rêvée qu'on aurait pu imaginer. Un joueur comme Gabriel Brassan, qui a été meilleur gardien du tournoi, honnêtement, je sais pas qui c'est. Peut-être qu'il est connu, mais perso, je sais pas qui c'est. Donc voilà, dur à dire. Lassana Ndiaye, ça me parle pas non plus. Abel Ruiz, ok, on l'a un petit peu vu, ça c'était en 2017. Et sinon en 2019, Gabriel Veron, comme on a dit, Adil Aouchiche, qui désormais joue à Sunderland si je me trompe pas. Pizzuto, le Mexicain, je sais pas qui c'est. Caio George, malheureusement on l'a pas beaucoup vu. Il y a Nathanael Mboukou, qu'on connaît aussi avec 5 buts. Et Sontier Hansen, je suis allé me renseigner, je le connaissais pas. C'est un attaquant néerlandais qui désormais, il était dans l'équipe de jeunes de l'Ajax, et désormais il joue au NEC, Nijmegen, si la prononciation est pas trop horrible. Et bon, rien de très spécial, je crois, un but en Eredivisie pour l'instant sur ce début de saison. Donc voilà, rien ne dit que ces joueurs-là auront une grande carrière. Je crois qu'il y a même des gars de ces équipes U17 de l'époque qui sont même pas vraiment devenus pros, un peu semi-pro ou quoi.
Donc voilà, ça veut pas tout dire, mais on espère qu'il y aura encore une belle génération française. En vrai, j'en doute pas, Coupe du Monde U17 ou pas, je crois que la formation française a encore de beaux jours devant elle, mais on verra ce que donne l'Allemagne par exemple, championne du monde depuis quelques jours. Félicitations à eux, malheureusement pour nous ça passe pas, mais voici pour le récap du week-end du lundi 4 décembre. J'espère que ça vous aura plu les amis, que vous allez passer une très très bonne semaine. On va je pense continuer de faire ces petits top 10 sur les semaines qui viennent, pour nous amener jusqu'à Noël, avant de prendre une pause bien méritée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les potes comme d'habitude, et on se dit à très vite pour la suite. Bisous.